provoquer une guerre avec un État comme ça, en dehors du droit pénal, tout ça, c'est des crimes. Il a fait la même chose quand il était sous Hollande, participant au financement du terrorisme en Syrie. Il a vendu Alstom aux Américains qui fabriquent les turbines de nos sous-marins qui sont censées garantir des propriétés acoustiques en fait de secret. Donc elles sont soumises au secret défense. Il faut pas que... Donc moi je pars sur la loi, je pars uniquement sur la loi. Après je vais vous dire ce que je pense économiquement. À partir du moment où un chef d'État nous trahit, va commettre des crimes sans le droit international qui peuvent nous mener à la guerre avec le pays, il n'y a pas de raison que cette personne-là soit maintenue. Je ne crois absolument pas que M. Macron faille discuter avec lui, je pense qu'il faut le virer très clairement parce que c'est pas lui qui changera quoi que ce soit. Je ne suis absolument pas européiste. Il ouvre un dialogue, Marty, il ouvre quand même un dialogue. Oui, mais nous on veut fermer en lui disant on veut plus de toi et on ouvrira un dialogue avec d'autres. Clairement, la majorité des Gilets jaunes ne cesse de dire Macron démission partout, que ce soit à Paris, que ce soit partout dans toutes les villes de province, c'est pas pour rien. C'est pas forcément pour ce que je dirais, parce que moi je suis quelqu'un d'un peu éduqué sur la géopolitique et je me sers de ça, sur le droit international, la Constitution, c'est mon parti pris. Mais tout le monde n'a pas cette... la majorité des Gilets jaunes que j'ai croisés sont en fait des masses dépolitisées, qui n'en ont rien à foutre, qui d'habitude sont complètement des politiciens, ce qu'ils peuvent dire, et qui sont simplement serrés à la gorge parce que ils sont mal. Moi je suis à 500 € par mois, je vis dans un taudis, sans eau courante, sans électricité, il fait froid, j'ai rien et je peux rien faire de plus avec 500 €, c'est fini. Je suis un SDF très clairement, et je suis comme un grand nombre de gens qui sont précaires ou travailleurs précaires, pauvres, qui ne peuvent plus, parce que c'est trop de factures par rapport à de maigres revenus. Donc ces gens-là, c'est normal qu'ils se soulèvent parce qu'ils sont éreintés, ils n'en peuvent plus. Par contre, tout le monde n'a pas les mêmes... tout le monde n'a pas une culture économique, tout le monde ne comprend pas tous les paramètres qu'il peut y avoir derrière. Donc simplement les Gilets jaunes disent, on ne dit pas les taxes pétrole, à quel niveau ça doit être, à quel niveau telle ou telle taxe, on n'a pas de réflexion là-dessus, on n'a même pas une réflexion économique générale. On dit simplement que là c'est plus possible, ça y est, c'est fini, c'est terminé, nous sommes arrivés au bout. Donc ça explique en fait comme en 1789 ou d'autres épisodes révolutionnaires que simplement les gens se révoltent parce qu'ils ne peuvent plus, c'est terminé. Maintenant, si M. Macron est délégitimé, c'est parce qu'il a été mal élu. Ce sont les médias, pardonnez-moi, vous êtes journaliste, c'est pas une attaque personnelle, mais je tiens quand même à ce que les médias à un moment commencent que les journalistes se remettent en cause. Pas vraiment, pas. Vous voyez, il y a eu cette histoire de cette journaliste qui malheureusement a été prise à sa partie vers Montpellier, je crois, et elle a créé un groupe Facebook. Donc immédiatement, il y a des internautes comme moi qui sont partis discuter avec des journalistes puisque c'était l'occasion rêvée de parler avec le corps professionnel, de dire voilà ce qui ne va pas dans ce que vous faites et pourquoi on a des oligarques qui sont élus à cause de vous, parce que c'est vous le levier d'influence. Les Français votent en fonction de ce que vous nous autorisez à regarder ou pas, à quel courant d'opinion on a le droit, enfin voilà. Les journalistes bobos parisiens, parce que il faut rester honnête, c'est concentré sur Paris, c'est une sphère qui est un peu... Oui, je vous rassure, c'est mon point de vue et je pense que tous les journalistes ne sont pas comme ça. Je fais juste une facilité, c'est pas un amalgame, je ne pense pas que tous les journalistes sont comme ça. Mais sur Paris, on est quand même dans une mentalité un peu bourgeoise, très européiste, très atlantiste, très mondialiste, très libérale, qui fricote avec les mêmes politiciens et qui, lorsqu'on arrive avec des paroles dissidentes, alternatives, qui existent sur les réseaux sociaux quand même depuis pas mal d'années, on ne veut pas les faire voir, on va les amalguer à l'extrême droite, au populisme, enfin voilà, il y aura toujours le repli sur soi, le slogan journalistique qu'on entend le plus quand on dit qu'il faut sortir de l'UE, l'euro, l'OTAN, des choses comme ça, vous êtes dans le repli sur soi, vous êtes d'extrême droite, etc. Alors qu'en fait on n'est pas du tout ni dans le repli sur soi, ni dans l'extrême droite ou quoi que ce soit. On a une analyse géopolitique, économique et juridique de ce qui est, de ce qu'on avait refusé par référendum, on s'en fout. Les politiciens ne veulent pas nous écouter. Ils violent nos référendums. Quand on dit non à quelque chose, ils s'en battent les couilles, pardonnez mon langage. Comment voulez-vous qu'un peuple qui voit un type qui est ultra arrogant, qui a été super mal élu en tout cas par les médias, qui nous ont fait toute une campagne électorale en disant c'est un jeune premier, c'est un nouveau venu. Bon, il venait déjà des banques, il était déjà là avec Hollande, ils nous disent que c'est un nouveau. C'est pas vrai. Il y a quand même un discours là. Il vous tend la main mardi. Mais c'est trop tard. Ce qu'il comprend pas, c'est qu'il n'a pas compris que c'est trop tard. Vous pensez que c'est trop tard ? Ah oui, pour moi c'est... Je pense, honnêtement, il y a l'effet retard. Je viens de Paris. D'accord. C'est l'effet... mais je suis un gilet jaune à pied, voilà. Je circule à pied dans Paris, je ne prends pas mon véhicule. D'accord. Le changement des taxes sur le carburant, ça ne va pas changer ma vie, mais je pense à tous ceux qui travaillent en province et qui ont absolument besoin de leur véhicule. Pour eux, c'est quelque chose de dramatique. Ceci dit, en dehors
de cet effet de départ, qui étaient les taxes sur les carburants et aussi le pouvoir d'achat, je pense sincèrement qu'il y a un effet retard sur le référendum de 2005, où on a dit non à cette Union européenne. On nous l'a remis avec le traité de Lisbonne, où l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, ont voté contre notre avis. Et que maintenant, quand on voit les dictats de cette Commission européenne, où nous sommes dirigés par des gens que nous n'avons pas élus, c'est eux qui dirigent toute la politique économique de toute l'Europe et donc de la France. Si on n'a pas le contrôle sur la monnaie et le commerce, comment voulez-vous qu'on fasse des régulations économiques en France? On n'a plus la boîte à outils. La monnaie, les taux de change, ça sert à quelque chose. Les taux de change ont bien un rôle social. Soit c'est les salaires on fait de la déplétion sur les salaires parce qu'on n'a pas la main sur les taux de change, soit c'est les taux de change qui font la régulation pour éviter que on attaque les salaires. On ne peut plus bloquer les mouvements de capitaux. Quand on ne peut pas bloquer les mouvements de capitaux, ce que fait par exemple la Suisse, quand c'est son intérêt, mais ça permet d'éviter de l'évasion fiscale, d'une part, les délocalisations d'usines, parce que tout simplement, quand un patron décide de fermer une usine en France, il va aller ouvrir une usine en France en sortant des capitaux de France pour ouvrir une usine ailleurs en disant voilà, ici je ferme, je réimporte tout ce que j'ai fabriqué ailleurs avec un coût de main d'œuvre qui est beaucoup moins élevé. Et en attendant, nous, c'est le chômage qui progresse. L'industrie en France qui représentait 30% de la part de l'économie française, on va dire jusqu'au début des années 70, s'est effondrée à 15% de notre économie. 15% alors on a fabriqué Ariane, on a fabriqué le TGV, on a développé une industrie de pointe, on a des ingénieurs, des infrastructures, on est capable de faire des grandes choses. Et même pour les questions de pétrole, où il va falloir bien un moment préparer la suite, se dire comment ne plus dépendre d'un pétrole qu'on apporte qui favorise des guerres, etc. Il faut. Et très clairement, on va accélérer. Il y a aussi le problème de la dette, entre guillemets. Avant les années de l'année 71, la France empruntait à taux zéro, je résume grossièrement, à sa Banque de France. Il y a eu la loi Pompidou qui a obligé la France à emprunter avec intérêt aux banques privées, chose que l'Union européenne a généralisée. Maintenant, tous les pays sont en dette parce qu'on paye des intérêts, alors que avant, on avait notre banque qui nous prêtait à taux zéro. Or, ces emprunts sont nécessaires au fonctionnement de l'État. Mais les intérêts cumulés font cette dette dont personne ne nous a parlé dans les années 71 quand cette loi est passée. Et maintenant, on en voit les dégâts absolument partout, dans tous les services publics. D'accord. Donc, du coup, là, sur Paris, vous êtes un petit peu des électrons libres, parce que là, vous n'avez pas de représentants. Cherchez-nous des représentants. Alors oui, je sais que c'est difficile à la fois pour tant la préfecture à laquelle j'étais hier pour déclarer ici, que pour les politiciens ou les journalistes, mais c'est qui vos représentants? Et effectivement, même quand on nous présente, par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelle, Jacqueline, je sais pas quoi. Oui, Moreau. Bon voilà, on est en train de nous la faire passer gentiment médiatiquement. Oui, ce sera qui non. Non, pas plus que les autres. C'est un point. Vous n'avez pas de représentants, vous êtes là, vous avez fait une demande ici, donc vous êtes. Et même nous, nos points de vue là, on vient de vous donner quelques points de vue économiques parce que c'est vrai qu'on est un petit groupe qui en plus connaissons des choses sur l'économie, donc on peut en parler. Et moi, quand je parle à Bordeaux avec des gens, il y a des gens qui sont comme nous, qui ont des points de vue économiques, mais on pourrait ne pas être d'accord entre nous. C'est pour ça que justement, on ne veut pas donner une revendication sur ce qu'il faudrait faire économiquement pour en sortir. Nous, ce qu'on pense, c'est que si déjà l'oligarchie en elle-même s'effondre, en premier lieu par son premier domino qui est M. Macron, institutionnellement, pour des bonnes raisons juridiques, pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons juridiques, on aura le champ des possibles qui sera ouvert. La Constitution prévoit qu'en cas de vacance de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui reprend la main. Il y aura une continuité institutionnelle, des élections seront organisées. On aura le temps de parler de politique. D'accord, il ne reste plus beaucoup de temps. En tout cas, une des 4 revendications majeures quand même communes des Gilets jaunes semble être, à partir d'aujourd'hui, j'en suis très très content, c'est le référendum d'initiative populaire. Ça, c'est pour retrouver un peu de démocratie. Très bien. En tout cas, je vous remercie. Une dernière chose, on veut pouvoir croire que nos enfants vivront mieux que nous. Très bien. Je ne sais pas si c'est en fait, mais... Je ne sais pas. Je vais regarder. Mais en tout